Bonjour à tous et à toutes. Je reçois pour vous ce jeudi Jean-François Haït, journaliste scientifique, collaborateur des revues La Recherche, Sciences et Avenir, Ciel et Espace, le journal du CNRS, créateur du site web d'actualité scientifique régionale Quantique et intervenant à l'école de journalisme de Toulouse sur le journalisme scientifique et les controverses. Et à ses côtés, Isabelle Bergen, journaliste scientifique, animatrice et réalisatrice, qui travaille au Québec à l'agence Science Presse. Elle réalise et anime l'émission de l'agence Science Presse Je vote pour la science, diffusée à Radio VM et à Radio Centre-Ville et archivée sur leur site Internet. Notre troisième invité, Mardoché Boli, il est rédacteur en chef du journal scientifique et technique du Mali. Il est aussi vérificateur des faits à Bamako, correspondant local du programme Santé, Sciences et Développement de l'édition de langue française de SkyDev. Ils étaient tous à la première conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones qui s'est tenue en octobre dernier à Dakar au Sénégal, sur initiative du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. C'est un plaisir pour moi de vous revoir, chers collègues. Bonjour, monsieur Jean-François. Bonjour, bonjour Kossi. Un grand merci pour cette invitation qui a suivi notre belle rencontre à Dakar, donc lors de cette assemblée des journalistes scientifiques francophones qui a été très riche en échanges et en enseignements. Je suis très heureux de communiquer vers l'ICFJ et ce grand réseau de journalistes qui poursuit une exigence forte en matière d'information, d'investigation. Et comme Kossi vous l'a indiqué, je suis journaliste scientifique et nous allons parler aujourd'hui d'une boîte à outils du journaliste scientifique. Alors, je vais expliquer en deux mots ce concept. Bon, d'abord, c'est un concept, moi, qui m'intéressait déjà depuis, on va dire, 3 ans peut-être, que j'ai développé pour donner des cours de journalisme scientifique dans des écoles de journalisme. L'idée, c'est d'apprendre à des journalistes qui ne sont pas spécialistes en sciences dites dures, qui n'ont pas fait d'études dans le domaine, les bonnes manières pour traiter de l'information scientifique et surtout pour la traiter dans l'urgence, comme on l'a vu avec la pandémie de Covid, évidemment. Alors, au-delà de ça, de manière beaucoup plus large, l'association de journalistes scientifiques à laquelle j'appartiens, la JSPI en France, qui regroupe à peu près 250 membres, est en train de développer cette boîte à outils dans l'idée de former, donc d'une manière plus large, des journalistes non spécialistes sur tout le territoire. Alors, quand on dit former, de quoi s'agit-il? Traiter une information scientifique, ça ne va pas de soi. Ça demande un certain nombre de connaissances. Alors, évidemment, il y a l'aspect vulgarisation, mais il y a aussi l'aspect fonctionnement de la science, on va dire. Donc, alors, je vais partager avec vous une petite diapo. Voilà. Alors, les 3 points qui me paraissent importants donc, pour traiter de l'information scientifique, c'est la compréhension du sujet qui nous intéresse. Avoir bien identifié le domaine concerné, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la recherche en physique, que sais-je, enfin en chimie, enfin voilà, d'avoir bien identifié le sujet, même la spécialité dans un domaine où, enfin dans une science qui est aujourd'hui extrêmement segmentée et hyper spécialisée, ce qui ne rend pas toujours les choses évidentes, et de bien comprendre les mécanismes qui sont en jeu pour pouvoir les expliquer à nos lecteurs. Donc la vulgarisation scientifique, qui est une composante du travail du journaliste scientifique, mais loin d'être la seule. J'aime bien dire que c'est le premier étage de la fusée. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'il faut comprendre aussi dans quelles conditions se fabrique la science
Et c'est ça qui nous permet de dire, finalement, s'il s'agit bien de bonnes sciences, on va dire, entre guillemets, validées par une large communauté scientifique, ou bien de simples rumeurs et de travaux non étayés. Et on sait très bien que la lutte contre les fake news, les fausses nouvelles, est devenue une composante très importante du travail journalistique aujourd'hui. Elles ont proliféré pendant la pandémie de Covid et ce n'est pas terminé, loin de là. Donc, être capable de trier entre de la recherche sérieuse et des rumeurs ou des travaux pas sérieux, pas étayés ou marginaux, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et pour cela, il faut bien comprendre comment la science se fabrique, se produit avec ses acteurs qui sont les chercheuses et les chercheurs. Donc, connaître ces modes de production et connaître ce milieu, le milieu des scientifiques. Et puis, il faut comprendre le contexte scientifique, le contexte politique, sociétal et les implications d'une découverte scientifique. Et donc, à partir de ces 3 points, on peut traiter de manière efficace une information scientifique. Donc, l'objectif de cette boîte à outils, Isabelle va le développer tout à l'heure, mais il sera double. D'une part, mettre en commun des ressources qui permettraient à chacun, justement, de bien comprendre cette fabrique de la science, et d'autre part, un espace d'interaction entre collègues qui ont des problèmes particuliers liés également à ces questions, parfois de compréhension, d'analyse de faits scientifiques, des faits scientifiques qui sont parfois très complexes à analyser. Je pense à des études épidémiologiques, par exemple. Il n'est pas du tout évident d'avoir toutes les compétences sous la main. Et l'idée, c'est de s'aider aussi entre confrères, consoeurs, justement, certains étant peut-être plus aguerris que d'autres, pour décrypter cette information scientifique. Voilà. Donc, alors, il est évident que ce n'est pas en 45 minutes qu'on va dérouler tout le fil donc, de cette fabrique de la science, qu'aussi, je ne sais pas si vous voulez intervenir à ce stade-là, mais quelques points que je traite habituellement et qui feront l'objet sans doute de mise en commun de ces ressources dont je parlais tout à l'heure. D'abord, une connaissance finalement du monde scientifique, qui sont les chercheuses et les chercheurs. Alors, ce que j'ai écrit ici concerne la France, mais c'est assez vrai dans à peu près tous les pays en ce qui concerne le doctorat et le post-doctorat. Le reste étant des hiérarchies, par exemple au CNRS ou dans la recherche médicale, qui sont un peu spécifiques, mais d'une manière générale, on doit pouvoir trouver les équivalents à peu près partout. Donc déjà connaître un peu cette taxonomie, on va dire, et le rôle de chacun dans la fabrique scientifique, c'est important. Connaître aussi une recherche privée qui est parfois moins accessible que la recherche publique, mais qui peut être aussi une forme de ressource, sachant que des passerelles entre les deux existent aussi sous forme de contrat de recherche. Donc ça, on va dire, c'est le monde scientifique au sens très très large. Et puis de l'autre côté, la méthode scientifique, je ne m'étendrai pas dessus parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais la seule méthode scientifique valable, nous le savons en tant que journalistes scientifiques, mais peut-être est-il besoin de le rappeler ou de le faire découvrir à d'autres collègues, elle se base sur un certain nombre d'actions comme l'observation, le fait de faire des hypothèses, de concevoir des expériences, d'en tirer des conclusions, de bâtir des lois et des théories. Et ça, c'est, on va dire, une sorte de culture générale scientifique qu'il est nécessaire d'acquérir pour comprendre le fonctionnement de la science. Je ne m'étends pas, évidemment, parce que ça ferait beaucoup de choses à dire, mais les 3 points que j'ai mis donc, au bas de cette diapo
me paraissent extrêmement importants. Le fait que la science n'est pas une opinion, c'est-à-dire que les faits rapportés doivent être étayés par des travaux scientifiques, et des travaux scientifiques, on va le voir tout à l'heure, qui sont validés. Et on a vu des traitements journalistiques, moi j'en montre un à mes étudiants et qui concerne le climat, où c'était un traitement opinion contre opinion, c'est-à-dire climatologue contre climato-sceptique, avec le même temps de parole parce que le journaliste estimait peut-être, faute de bien comprendre la fabrication de la science, que chacun avait droit à un temps de parole équitable. Or, ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait un des chercheurs qui était représentatif d'une très vaste communauté, qui est le GIEC en l'occurrence, et l'autre qui était représentatif de très très peu de personnes climato-sceptiques. Donc, pour ne pas tomber dans ce genre d'écueil, qui peut être aussi reproduit en épidémiologie, par exemple, dans un contexte de pandémie, par exemple, où ce serait opinion contre opinion, un peu comme un plateau de débat politique, on va dire. Ça peut arriver, c'est un format qui plaît beaucoup aux médias, on le sait, mais il faut résister à la tentation de ça, réintroduire la fabrique de la science dans le traitement journalistique et dire non, je ne peux pas donner autant de place à tel ou à tel parce que son opinion n'est pas représentative, enfin, son opinion n'est pas représentative, mais surtout ses travaux ne sont pas étayés et ils ne font pas consensus scientifique, et c'est une autre des notions qui sont extrêmement importantes à souligner, cette question de consensus scientifique, c'est-à-dire de convergence d'études nombreuses vers des résultats similaires, hein, qui permettent de consensus, donc, et l'état de l'art des connaissances dans un domaine comme le climat, par exemple. Voilà. Et ce qui n'empêche pas les controverses entre scientifiques, ça c'est aussi un autre point à souligner, et il y a des vraies et des fausses controverses. Donc la vraie controverse est extrêmement fertile en sciences parce qu'elle permet justement de faire avancer, de confronter des arguments scientifiques, mais elle se fait dans un cadre bien défini. Et il y a par contre des fausses controverses qui sont en fait des sortes de pugilats médiatiques par réseaux sociaux interposés. Donc, dans cette boîte à outils aussi, il me paraît important de mettre l'outil qui permet de faire la différence entre une fausse et une vraie controverse. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra aussi développer sous forme d'exemples. Sur la plateforme dont Isabelle nous parlera tout à l'heure. Et puis autre chose est évidemment fondamentale, qui est la reproductibilité de la science, qui n'est pas une notion qui est forcément évidente pour des gens qui n'en sont pas familiers, mais il est évident que des résultats scientifiques doivent être reproduits pour être considérés comme valides. Si on ne peut pas les reproduire dans des conditions expérimentales similaires, c'est qu'il y a des problèmes sérieux. Donc, tout ça, finalement, pour répondre aux défis et aux besoins de journalistes qui ne sont pas forcément des spécialistes, qui travaillent dans des rédactions généralistes et qui n'ont pas forcément le moyen d'embaucher un journaliste scientifique à demeure. Donc, ces journalistes généralistes vont être amenés parfois, et de manière parfois très soudaine, à traiter d'une actualité scientifique. Ce n'est pas simple. L'idée, ce n'est pas de les transformer en journalistes scientifiques non plus, mais c'est de donner, on va dire, les bons réflexes. Les bons réflexes pour se dire, voilà où je vais aller chercher mon expert, voilà à peu près les bonnes questions que je vais devoir lui poser, même si je ne suis pas spécialiste, je sais que le résultat sera satisfaisant par rapport aux capacités dont je dispose moi et aux moyens dont je dispose pour traiter cette information. Et surtout, cette information scientifique sera traitée pour l'intérêt du public, de la manière la plus honnête qui soit, j'ai envie de dire. C'est tout cela qui sous-tend cette boîte à outils du journaliste scientifique. Je peux dérouler encore peut-être quelques petites choses, des notions sur la fabrique de la science, hein, par exemple, le fait que la science est un travail d'équipe, qu'on échange et qu'on confronte ces données, que les articles scientifiques doivent être validés par les pairs, c'est une autre chose extrêmement importante aussi. Donc, ce sont des, comment dire,
des vérifications que chaque journaliste doit s'astreindre à faire quand il va être confronté comme ça à une publication scientifique, par exemple. Mais ce n'est pas un réflexe qui est naturel chez des journalistes qui n'ont pas forcément une formation en sciences dures, par exemple, ou on l'a vu aussi dans l'urgence de la Covid notamment, on parlait d'articles qui n'étaient même pas encore validés. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à préciser quand on fait des papiers, c'est-à-dire qu'on peut dire que voilà, telle recherche a été validée, qu'on travaille dans l'urgence, pardon, telle recherche a été produite, on travaille dans l'urgence, ces travaux n'ont pas encore été validés, donc à prendre avec précaution. Donc, je pense que cette boîte à outils, finalement, c'est une collection de bons réflexes à donner à tous les journalistes qui ont envie ou qui sont obligés d'ailleurs de se confronter à des sujets scientifiques. On peut parler aussi de l'univers de la science, qui n'est pas un univers rempli de roses tout le temps, hein, qui a aussi ses propres enjeux, ses enjeux de notoriété, ses enjeux de financement, ses biais, c'est-à-dire qu'on parle davantage des personnes célèbres, on oublie les femmes dans la recherche. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on doit garder à l'esprit quand on fait un travail journalistique sur la science. Et là encore, je pense qu'il est important de mettre des repères, des ressources utilisables, par exemple, notamment sur les biais. Je sais pas, peut-être Isabelle aura envie d'en parler tout à l'heure. Voilà, donc tout ça pour garder à l'esprit les conditions de fabrication de la science. Alors, il faut aussi comprendre comment se fabrique un article scientifique, et pour ça, il y a des ressources. On se propose de mettre sur la boîte à outils, dans la partie ressources, donc des liens vers des articles explicatifs, on va dire. Quand il s'agit, par exemple, de comprendre comment est structurée une publication scientifique, qui en sont les auteurs, quel interlocuteur doit-on aller chercher dans la liste des auteurs, quels sont les liens d'intérêt des auteurs avec des firmes, par exemple, peut-être pharmaceutiques, peut-être pétrolières, que sais-je. Il est important de comprendre ce que c'est qu'une publication scientifique. Une publication scientifique, ça obéit à quelque chose d'extrêmement codifié, des règles très, très codifiées. Et sur ce travail-là, sur ce point-là, l'équipe des décodeurs du monde a fait un excellent travail en expliquant, vraiment en décortiquant de A à Z une publication scientifique. Donc, ce lien est accessible. C'est typiquement le genre de ressources qui mérite d'être diffusé très largement à notre communauté pour justement pouvoir accéder en cas de besoin, en cas de doute. Je ne sais pas très bien quel chercheur je dois aller chercher dans cette publication, qu'est-ce que ceci signifie. Eh bien, se référer à ce travail qui a été fait. Je ne sais pas si vous souhaitez que je l'affiche, peut-être, si on peut le partager. C'est un exemple que j'ai trouvé assez remarquable. Donc, peut-être, Jean-François, tu peux mettre le lien dans la discussion? Oui. On le mettra parce que ça risque d'être assez peu pratique, en fait, pour l'affichage. Peut-être qu'aussi, à ce stade, peut-être voulez-vous intervenir? J'ai déjà beaucoup parlé. Oui, vous avez évidemment beaucoup parlé. Vous exercez le métier de journaliste scientifique depuis plusieurs années. Et moi, la question, puisque nous parlons d'outils, la question que j'aimerais vous poser avant de passer la parole à Madame Bergen, c'est finalement, quels sont les outils qui sont faciles d'accès pour les journalistes scientifiques? Alors, il y a de nombreux outils, ça dépend ce que l'on recherche. Mais je sais que, par exemple, bon, déjà, on peut trouver des experts sur des bases de données comme Google Scholar, comme ResearchGate, par exemple.
il y a des sites, et ça aussi, ce sont des liens qu'il faudrait déposer quelque part dans notre espace ressources. Il y a des sites pour trouver des spécialistes, des interlocuteurs. Il y a des sites aussi où les scientifiques témoignent de manière anonyme. Je pense à PubPeer, par exemple, où là aussi, on peut avoir une idée de ce qui se dit dans le monde scientifique. Il y a un site qui s'appelle Retraction Watch, qui est le site qui recense tous les articles scientifiques qui ont été retirés, par exemple. Donc ça, le journaliste scientifique, la journaliste scientifique va faire une veille comme ça de ces outils plus ou moins régulières. Plus régulier, c'est mieux. Mais en tout cas, il y a donc un certain nombre de choses. On peut regarder aussi même ce qui se passe sur les comptes Twitter des scientifiques. C'est tout à fait intéressant. Cette veille des réseaux sociaux, ça fait partie aussi des outils d'une certaine manière. Et puis, après, je dirais qu'il y a la pratique du terrain hein, qui fait qu'on sait de manière un peu instinctive, au bout d'un certain temps, où aller chercher telle ou telle information. Donc ça, effectivement, la pratique, ça c'est quelque chose qui s'acquiert sur le long terme, mais dans l'immédiat, les outils, effectivement, ils existent. Alors, ils sont dispersés et peut-être qu'il serait intéressant de les regrouper justement à un endroit particulier qui serait cette boîte à outils en ligne, en fait. Une petite transition, on ne l'a pas fait au début de ce webinaire. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balaro, le directeur du forum Pamela Award de l'ICFD sur le reportage des crises mondiales. C'est ce forum qui organise ce webinaire auquel vous participez. Et c'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFD qui est basé à Washington, et que nous avons lancé en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, pour aider les journalistes du monde entier à mieux travailler et à mieux couvrir les enjeux mondiaux. L'objectif, c'est de leur doter des expertises qui leur permettent de mieux couvrir ces crises majeures auxquelles fait face notre monde. Et c'est un peu aussi l'objet de ce webinaire auquel vous participez. Madame Isabelle Bergen, vous étiez aussi à Dakar et vous avez co-animé cet atelier avec Jean-François. Quels sont les autres aspects de cette boîte à outils finalement? Merci aussi. Donc d'abord, je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, de retrouver Jean-François et Mardoché. Là, c'est une autre occasion de les voir un petit peu. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, merci à vous qui êtes de l'autre côté de votre écran à écouter tout ça. Là. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, moi, je veux d'abord aussi partager, mais je vais essayer d'être plus courte que Jean-François. Je pense que c'est dans mes cordes. Donc, je vais partager mon écran pour justement juste parler un petit peu de... Attendez que je vais mettre je l'affiche en diaporama. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez bien? Oui? OK. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je peux apprendre peut-être 2 minutes pour présenter l'agence Science Presse et me présenter. Donc, l'agence Science Presse, nous, on est un média, on est une agence de presse scientifique depuis 44 ans. Moi, on est d'une toute petite équipe, on est 5. Moi, je suis la journaliste ici qui m'occupe de la science au Québec. Je suis aussi la personne qui anime et qui réalise l'émission de radio Je vote pour la science, qui est Science et politique. Ce n'est pas une émission de vulgarisation. Elle est née, comme vous l'avez dit, à Radio Centre-Ville. Elle se déploie maintenant dans les différentes chaînes de Radio VM et d'autres radios communautaires, universitaires. On est présent dans tout le Québec et puis ça me rend beaucoup heureuse. Donc, on fait aussi depuis 5 ans du fact-checking en sciences, en fait, de la vérification de faits scientifiques. On a une rubrique qui est née avec une journaliste qu'on a embauchée, Eve Baudin, qui est notre détectrice de rumeurs, c'est le détecteur de rumeurs. Vous parliez justement, Jean-François a ouvert la porte à tous les beaux outils qu'on pourrait trouver dans la boîte à outils. Justement, dans cette boîte à outils-là, nous, on fait des outils
Donc, ce qui gagnerait à avoir plus de visibilité, qui gagnerait justement à pouvoir rayonner plus, c'est en français en plus. Comme l'a dit Jean-François, c'est beaucoup d'outils qui sont autour de la désinformation, de la vérification de faits. À l'occasion de la COVID, on a vu, on a constaté qu'il fallait vraiment une formation pour beaucoup de journalistes qui ne traitent pas la science dans leur quotidien par rapport justement à tout ce qui est santé, virologie, épidémiologie, etc. Donc, nous, on a été chercher une petite subvention pour pouvoir développer ce qu'on appelle COVID, dépister la désinfo. Donc, on a fait des fiches, on a fait des vidéos, on a fait des balados. Donc, on a tous ces deux outils-là. Donc, comme le disait Jean-François, si les gens peuvent avoir accès à ça, puis à toutes sortes d'autres outils, les décodeurs en font ici, Radio-Canada, les décrypteurs aussi. Il y a beaucoup de belles initiatives en français qui peuvent être développées et à qui on peut donner de la visibilité. Donc, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de base de Jean-François, c'était de rendre disponibles un petit peu toutes les belles idées en français autour du journalisme scientifique. Donc, et avec Mardoché, on s'est joint à lui pour essayer de rendre ça concret et vivant. On va essayer de trouver une plateforme pour justement héberger tout ça, pour présenter toutes ces belles idées. Je vais vous mettre une petite diapo, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ça vient avec deux volets, une plateforme interactive où on pourrait trouver justement toutes ces formations, ces liens, ces outils pédagogiques pour s'améliorer comme de la formation continue. Et on veut aussi que ça soit un outil d'échange et de collaboration. On veut aussi que ça soit quelque chose de vivant. Pas quelque chose simplement qu'on consulte de notre côté, mais vraiment quelque chose qui rayonne et qui rejoint, qui lie l'humain à l'humain, en fait. Donc, je vais vous donner ça, c'est la photo de Jean-François que je lui ai volée. C'est le compte-rendu de notre atelier qui a duré 3 heures. On avait fait des petits groupes, justement, autour de certains thèmes de journalisme scientifique. Ça, c'était les 3 personnes qui étaient venues nous rendre des comptes, en fait, de ça, autour des besoins et autour des outils qu'eux utilisaient. On s'est rendu compte que le repas, il y a eu des pauses café, les gens ne voulaient plus partir de la salle et pas prendre leur pause café. Il y a eu le repas, les gens sont arrivés en retard au repas parce qu'ils avaient besoin finalement de se retrouver ensemble, de se raconter, de raconter comment ils ont vécu la pandémie et aussi raconter un petit peu les bons outils qu'eux ont trouvés, qu'ils ont déployés et un petit peu de demander à leurs collègues finalement comment ça se passe. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une grande disparité entre la réalité en Europe ou en Amérique du Nord et la réalité africaine. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes du tout. Comme vous l'avez souligné, Kossi, il y a un grand besoin de formation autour du journalisme scientifique. Il y a aussi un grand besoin d'être épaulé peut-être là-dedans. Depuis que je suis revenue, ça fait 1 mois là qu'on ne s'est pas vu. Depuis que je suis revenue, j'ai eu des demandes pour mettre du son sur une page web. J'ai eu des demandes de comment on trouve des bons sujets. J'ai relu un article d'un des confrères aussi. J'essaye de garder ça vivant, mais c'est ce qu'on veut faire plus formellement. On veut créer une communauté vivante où les gens peuvent échanger autour de ce qu'ils vivent et demander des conseils. En fait, ce serait un petit peu comme une trousse de survie, mais avec un gros potentiel humain de ça. Donc, voilà, je vais essayer ouais, merci. Donc, moi, je ne veux pas parler trop longtemps parce que je voudrais des questions. Je veux que les gens puissent participer. Donc, en gros, c'est ça qu'on veut faire. On cherche une plateforme pour héberger tout ça, évidemment. Puis, on veut que les gens participent. Donc, c'est quelque chose à construire avec vous. Merci beaucoup, Madame Bergen. Nous avons justement 2 questions qui attendent et je crois que je vais relancer, je vais poser une de ces questions déjà à Mardoché, qui est le rédacteur en chef du journal technique et scientifique du Mali. Mardoché, une question d'un confrère africain qui dit par expérience, je peux dire que dans nos pays, en Afrique de l'Ouest notamment, certains chercheurs scientifiques sont parfois réticents
à s'ouvrir aux journalistes. Est-ce que vous avez des astuces pratiques pour permettre de renforcer la collaboration en journalistes scientifiques et chercheurs? Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci, Kosi. Nous Merci. t'entendons parfaitement bien. Merci beaucoup. Je pense qu'après la conférence de Dakar, c'est encore un plaisir pour moi d'échanger encore avec Isabelle et Jean-François. Alors, Mardoché Bouli, journaliste scientifique au Journal scientifique et technique du Mali, c'est un journal de vulgarisation des sciences au Mali, de promotion des chercheurs, et nous faisons un peu de je dirais, nous mettons en relation des chercheurs. En fait, pour répondre à la question qu'a posée mon confrère, je dirais que nous, on a rencontré également ce même problème. Et comment nous l'avons résolu? On a dit, mais tiens, il fallait que nous mettons en place un café scientifique. Parce que le café scientifique, c'est un événement où les chercheurs viennent présenter sur une thématique, ils viennent pour discuter. Et nous, en tant que journalistes, on trouve l'occasion ici pour leur expliquer en fait nos objectifs. Et on a commencé les cafés scientifiques depuis 2017. Aujourd'hui, je dis bien, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui nous sollicitent pour pouvoir exposer à nos différents cafés scientifiques. Les chercheurs nous cherchent en fait. Ils nous cherchent pour parler. On a réussi également à mettre en place un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, le groupe WhatsApp Actualité scientifique du Mali est un groupe qui est beaucoup respecté. Les chercheurs eux-mêmes, c'est-à-dire assurent le règlement intérieur de ce groupe. Un chercheur ne va pas se permettre de publier quelque chose qui n'est pas scientifique. Tout de suite, un autre va m'appeler pour me dire, Mardoché, il y a quelqu'un qui a publié quelque chose qui n'est pas bon. Il faut le retirer du groupe. Donc, on a réussi véritablement à mettre en place un lien entre nous et les chercheurs à travers le groupe WhatsApp et à travers le café scientifique qui nous a permis de mettre en relation des chercheurs et de nous mettre à disposition aussi de différents chercheurs. Donc, je pense que cette astuce peut être aussi répliquée dans d'autres pays pour qu'ils puissent également avoir accès aux chercheurs. Il faut dire, au début, les chercheurs avaient peur de s'exprimer, mais quand nous avons mis en place le café scientifique, ça nous a permis vraiment d'accéder à ces chercheurs. Ça, c'est l'astuce que je peux partager déjà. Monsieur Mardoché, être un journaliste en Afrique, c'est déjà un challenge, et encore un journaliste scientifique, alors qu'on a des rédactions scientifiques. La question que je vous pose, c'est comment vous arrivez à travailler en tant que journaliste scientifique au Mali, par exemple. J'imagine que vous êtes... Est-ce qu'il y a beaucoup de médias spécialisés en sciences? Je pense qu'à part le journal scientifique, on les compte au bout des doigts. Je pense... qu'aussi, vous l'avez dit, le journalisme scientifique, c'est un journalisme qui ne paye pas du tout. Bon, particulièrement, je ne dirais pas qu'il ne paye pas du tout, mais au Mali, je parlerai du cas africain, Afrique de l'Ouest surtout, on ne s'en sort pas avec le journalisme scientifique. On est obligé de faire un peu, moi par exemple, je suis fact-checker pour un média international là-bas où je suis bien payé, qui me permet de faire un peu le journalisme scientifique. Et donc, pour dire clair, le journalisme scientifique ne paye pas vraiment. Et je pense qu'avec ces gens avec la boîte à outils qui permettra à d'autres personnes de plus s'investir dans le journalisme scientifique et de comprendre ou d'expliquer aux autorités politiques l'importance du journalisme scientifique, ces actions vont permettre, je vous dirais, dans un avenir proche, d'obtenir, je dirais, quelque chose pour les activités de journalisme scientifique. À vrai dire, si je veux revenir à la question que vous avez posée, nous, en tant que journal scientifique, on essaie de s'approcher des institutions, des centres de recherche, je dirais des institutions de recherche, et on leur dit, nous, on veut promouvoir vos résultats de recherche, puisque vous avez fait la recherche pour que ça soit utilisé par la population. Et donc, nous, on vient vers vous pour dire, voilà, mettez à notre disposition ces résultats de recherche. On fait la vulgarisation de ces résultats de recherche que vous avez mis dans vos tiroirs pour que les utilisateurs, les populations sachent ce que vous avez trouvé. Et en contrepartie, vous mettez peut-être un petit budget de communication à notre disposition, même si ce n'est pas quelquefois éthique ou déontologique, mais quand même, ça nous permet de payer nos journalistes qui font quand même leur travail. Madame Isabelle, vous avez dit tantôt que vous aimeriez recevoir des questions. Voilà, il y en a pour vous. Pouvez-vous donner
quelques astuces techniques et pratiques pouvant nous permettre de rendre davantage l'information scientifique très accessible en termes de compréhension aux citoyens lambda? C'est une question du journaliste Pancréa Zontebe. C'est une bonne question. Pour rendre accessible, en fait, il faut rendre ça proche des gens. Souvent, quand on écrit, Mardoché l'a bien souligné, on a des études qui sont parfois très compliquées, qui sont parfois pointues. Et il faut pouvoir être capable de remettre ça dans le quotidien des gens, avec rigueur, évidemment. Mais il faut raconter ces histoires-là qui sont quand même des histoires d'information, d'actualité, parce que c'est l'actualité qui nous fait vivre de manière simple et de manière rigoureuse, mais de manière simple surtout. Donc, il faut éviter le jargon ou s'il y a des mots compliqués, il faut les expliquer. Il faut aussi parler. Moi, quand j'ai fait quelques recherches pour des musées, on me disait, il faut que tu expliques pour un enfant de 12 ans ce que tu me racontes là, parce qu'il faut que ça soit compréhensible. Donc, il faut raconter de manière compréhensible. Il faut se faire relire aussi. On oublie aussi que nos collègues peuvent être nos meilleurs alliés. Donc, même si des fois on se voit comme concurrence, des collègues journalistes scientifiques, ça permet, ou même un journaliste qui ne serait pas scientifique, qui pourrait nous poser des questions sur des termes. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, moi, souvent, les histoires, je les raconte à ma fille pour savoir si ça l'intéresse et pour savoir si elle comprend. Donc, j'utilise ce genre, on pourrait parler à notre tante aussi. C'est vraiment la proximité qui compte et évidemment une rigueur pour aller chercher la bonne information, la bonne étude, vérifier aussi que le chercheur soit quelqu'un de crédible, que la publication soit évidemment relue, etc. Toutes les belles choses que Jean-François a signalées tout à l'heure. Je vois que Mardoché a levé la main. Oui, aussi, c'est juste pour ajouter sur ce qu'a dit Isabelle. Par exemple, nous, pour rendre plus facile ce qui est purement scientifique, en plus de ce qu'a dit Isabelle, nous, après avoir écrit l'article, avec des mots que nous avons peut-être employés pour rendre plus simple, mais toujours pour rester dans le cadre scientifique et pour rester dans l'esprit du chercheur, nous envoyons l'article au chercheur pour lui dire, mais tiens, on a écrit ça, est-ce que tu peux essayer de confirmer? Parce qu'on veut le mettre en français facile, mais il ne faudrait pas qu'on sorte en fait du cadre, parce que c'est ça le plus important. Tu peux l'exprimer en français facile en étant hors sujet, hors contexte en fait. Donc, nous, même si certains journalistes me disent non, je ne peux pas envoyer mon article aux scientifiques, mais je pense dans notre chat, on envoie toujours l'article aux chercheurs pour qu'ils relisent l'article et qu'ils nous disent, voilà, dans cette partie, est-ce que vous pouvez trouver un autre mot ou même le mot que nous avons utilisé qui est un peu difficile, on essaie de dire aux chercheurs, mais voilà, est-ce que tu peux nous trouver un mot en bambara pour que celui qui lit l'article se sente à l'aise lorsqu'il voit le mot. Donc, je pense qu'il faut aller aussi vers nos langues locales pour permettre à nos populations de mieux comprendre ce que nous produisons. Monsieur Jean-François, quelque chose à dire, mais j'ai aussi une question pour vous justement sur cette pratique. Et la question, elle revient assez fréquemment. Est-ce qu'il faut envoyer son article à un scientifique pour relecture avant de le mettre à disposition du public? Alors, j'ai envie de dire tout dépend. De quel genre d'article on parle? Est-ce que c'est un article finalement de vulgarisation qui n'engage pas tellement, ou est-ce que c'est une enquête avec des choses extrêmement sensibles et qui pourraient effectivement, qu'on ne souhaiterait pas restituer à des scientifiques? Peut-être qu'on en a interviewé d'autres, donc on ne va pas faire relire forcément les propos des autres scientifiques. Moi, je crois que c'est vraiment du cas par cas. La relecture, ce n'est pas toujours évident. Et par conséquent, je me demande si effectivement, pour en revenir à notre idée de boîte à outils et d'espace partagé, il n'est pas plus intéressant à un moment donné de faire relire à certains confrères sous le sceau de la confidentialité, on va dire, pour être certain qu'on a fait la bonne démarche. Il ne s'agit pas uniquement de vulgarisation, je reviens là-dessus, il s'agit aussi d'investigation. Hein. Faire relire de la vulgarisation pure, ce n'est pas franchement un problème.
dès qu'on fait relire de l'investigation, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Est-ce qu'on a envie de faire relire obligatoirement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, on peut faire relire certaines parties de l'article, pour moi, qui sont soit des propos qui sont cités entre guillemets et sur lesquels la personne a souhaité être relue avant d'être citée, ça c'est possible aussi, soit des passages très techniques sur lesquels, effectivement, on veut bien s'assurer auprès des scientifiques qu'on a bien vu, qu'on a bien résumé, vulgarisé le propos, c'est une possibilité. Pour autant, faut-il faire tout relire? Ce n'est pas certain. Loin de là, surtout quand il s'agit d'enquêtes extrêmement compliquées et surtout d'enquêtes dans lesquelles il y a des points de vue qui se contredisent. Donc, c'est là, à mon avis, que la communauté de confrères et de consoeurs peut intervenir. Peut intervenir comme un appui utile, surtout quand il s'agit pour des journalistes de traiter des sujets complexes auxquels ils ne sont pas habitués, ou dans un cadre d'urgence ou de crise pandémique, par exemple. Il me paraît intéressant, sans entrer, on va dire, même si parfois on est aussi en concurrence entre journalistes, il me paraît intéressant de pouvoir solliciter des collègues et surtout de savoir où le faire. Et effectivement, notre future plateforme boîte à outils pourrait être le lieu, effectivement, où on peut appeler un peu au secours d'une certaine manière en disant, voilà, j'ai une urgence, je ne suis pas certain de ce que je fais, est-ce qu'on peut m'aider? Je pense qu'il y aurait plein de bonne volonté pour ça dans toute notre communauté. J'ai vu Isabelle aussi lever la main pour intervenir sur cette même question. Et je vois dans la boîte de chat Patrick également qui réagit, Patrick Arondoua qui dit en fait que quand les scientifiques trouvent que le journaliste a été fidèle, la prochaine fois, la collaboration est plus facile et le chercheur peut aussi aider le journaliste à trouver facilement un autre chercheur. Oui, bah, en fait, j'ai levé la main pour réagir et j'allais dans le même sens que Jean-François. Je dirais ça dépend de se faire relire. Idéalement, plus se faire relire par des collègues que par les chercheurs ou par d'autres chercheurs. Les textes que je fais en recherche du Québec, je demande à un autre chercheur qui n'a pas signé la publication, mais qui est du même domaine, d'avoir un petit peu de contexte, de me lire l'étude et de me la commenter. Ça fait que très souvent, ça me permet d'avoir un œil un peu extérieur, mais de la même discipline, qui est peut-être au courant de dénouements que moi, j'ignore parce que je traite de l'astronomie, de la biomédicale, etc. J'ai tellement de sujets différents, je ne peux pas faire une veille sur tout. Il y a des sujets que je connais mieux que d'autres. Donc, d'avoir un avis extérieur de chercheur, mais extérieur à la publication, qui peut me commenter, ça m'aide bien. Et évidemment, comme le dit Mardoché, des fois, quand on ne sait pas si on a bien noté un fait ou un nom ou quelque chose comme ça, oui, retourner auprès du même chercheur juste pour vérifier les statistiques, par exemple, c'est toujours utile, mais peut-être pas faire tout relire non plus. Les faits, oui, mais peut-être pas les commentaires qui vont autour. C'était pour ça. C'était pour ça que je voulais réagir. Mais, évidemment, Jean-François l'a souligné, idéalement, cette boîte à outils et cette communauté qu'on essaye de monter avec toutes les bonnes volontés, ça va nous permettre d'être meilleurs, ça va nous permettre d'améliorer notre pratique et de se sentir aussi plus en confiance quand on traite la science, qui fait qu'on aura envie plus souvent d'en faire et plus souvent d'en parler. Et c'est très important, surtout en ce moment avec la COP27 et les changements climatiques et bientôt avec la COP15 à Montréal autour de la biodiversité. Donc, c'est important de parler de la science, vraiment. Avant de clore ce webinaire, il y a une question que j'ai pour Jean-François, c'est de savoir comment va se présenter la boîte à outils du journaliste scientifique. Ce sera un site internet, une plateforme. C'est prévu pour quand? Est-ce qu'on a d'autres informations sur ce concept? Mais avant d'y aller, je vais revenir, puisqu'on parle de boîte à outils, et moi, je sais qu'il y a des collègues ici qui, pour la première fois, entendent parler peut-être du journalisme scientifique ou qui veulent s'y lancer.
Isabelle, au-delà de l'astronomie, vous couvrez aussi l'agriculture urbaine, l'écologie. Quel est le premier pas? Quel est le premier outil peut-être pour un journaliste qui veut bien couvrir l'écologie, peut-être comme Isabelle? Je vois que vous avez fait vos recherches. Ben justement, c'est de faire un peu de recherche avant. Quand on veut approcher un chercheur, on a vu un article qui nous intéresse, on a vu un sujet qui nous intéresse, c'est lire sur le chercheur, ne pas hésiter à aller lire son CV, voir un petit peu les autres études qu'il a fait auparavant pour pouvoir poser des bonnes questions finalement, aller sur place aussi, aller dans les laboratoires. Mes articles n'ont jamais été aussi bons que quand j'ai l'occasion d'aller sur place et d'être confrontée, je lisais, je voulais dire bonjour à Ferdinand et à Patrick qui nous ont rejoints, mais je lisais des articles justement depuis un mois là en Afrique et de ce que fait un petit peu ce que font mes confrères là, puis quand je suis toujours épatée par leurs questions quand ils vont dans les laboratoires, quand ils filment tout ça, là, ça me fait voyager en même temps avec eux, puis ça rend la science tellement plus intéressante. Donc, faire de la recherche un peu avant, poser des questions, en parler autour de soi aussi pour donner un petit peu de contexte, parce que des fois, il y a des sujets comme l'écologie urbaine, on est peut-être un peu moins familier avec ça, mais autour de nous, il y a des confrères qui ont fait des articles là-dessus. Donc, lire d'autres articles aussi, ça nous permet aussi d'améliorer notre papier. Donc, être curieux aussi, j'imagine. Monsieur Boly. Oui, Kossi. D'abord, ce qu'il faut d'abord savoir, peut-être quand on parle de boîte à outils de journalisme scientifique, ça pose un peu, il y a des gens qui pensent que ce sont juste des outils qu'il faut aller utiliser comme la daba ou le marteau. Et non, en fait, c'est toutes les méthodes que nous utilisons pour produire un article, en fait. Donc, le chercheur, les sources, la documentation sur Google, les études que nous exploitons, toutes ces choses-là qui constituent nos techniques pour pouvoir soutirer, je dirais, avoir l'information auprès des chercheurs, toutes ces techniques entrent dans le cadre de ce qu'on appelle la boîte à outils de journalistes scientifiques. Maintenant, il y a quand même des questions qui reviennent le plus souvent quand on veut se lancer dans le journalisme scientifique après avoir acquis, je dirais, les notions de base sur la boîte à outils de journalisme scientifique. C'est comment se faire de l'argent dans ce domaine-là. C'est très difficile. Nous, par exemple, au Journal scientifique et technique du Mali, on a fait plus de 6 ans sous investissement propre et on continue toujours d'investir avec nos propres moyens pour pouvoir faire ce qu'on aime, en fait, c'est la passion. Mais aujourd'hui, avec notre réflexion, avec quand même des conseils des autres, on a compris qu'en fait, il fallait que nous montons des projets, soumettons ces projets-là à des organisations. Par exemple, dans l'agriculture, il y a la FAO, il y a l'organisation, il y a beaucoup d'institutions qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture. Monter un projet de vulgarisation des résultats des recherches dans le domaine agricole, aller le soumettre au niveau de la FAO, les organisations, ils peuvent financer ce genre de projets pour vous permettre de travailler. Nous, on a réussi quand même à avoir un petit contrat, je dirais un petit contrat avec l'Institut de recherche pour le développement. Bon, ce sont des institutions comme ça qui peuvent aider le journalisme scientifique. Sinon, nos États, nos gouvernements, vraiment, c'est très difficile d'avoir des financements auprès de nos gouvernements. Voilà, particulièrement au Mali, on n'a pas de soutien du gouvernement. On reçoit du soutien des organisations internationales. Voilà. Monsieur Jean-François, je pense que si votre disponibilité le permet, peut-être en janvier 2023, on se retrouvera pour une session. Nous avons déjà dépassé les 45 minutes et vous imaginez s'il y a encore plein de questions dans mon sac. Isabelle a parlé de poser de bonnes questions. Je pense que c'est fondamental, poser les bonnes questions lorsqu'on interviewe un scientifique. J'ai déjà listé une question que j'ai pour vous, mais avant d'aller sur cette question quel sera le futur de cette plateforme, de cette boîte à outils, Monsieur Jean-François, comment bien interviewer un scientifique? Comment poser de bonnes questions? Alors, comment poser de bonnes questions? Je crois qu'il faut avoir déjà, comme Isabelle le dit, travailler en amont de la rencontre avec ce scientifique, en s'étant documenté, en ayant bien cerné quel est son domaine de recherche, quel est son rôle dans un travail de recherche scientifique, dans une publication, quel est
son passé de scientifique avec toutes les publications, son autorité dans le domaine, avoir cerné déjà à qui on a affaire, on va dire. Et puis, avoir bien compris, et je dis ça d'une manière générale, la problématique qui est sous-tendue par une publication scientifique, que ce soit sur le climat, la Covid ou d'autres sujets. Une fois qu'on a fait ce travail en amont, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de règle. On va s'adapter aussi à son interlocuteur. On va voir très vite si c'est quelqu'un qui reste très technique ou qui arrive à se mettre à votre portée. Et s'il n'y arrive pas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le lui demander de manière très claire, en lui suggérant de parler par image, par métaphore, en tout cas de rendre la compréhension la plus aisée possible. Il ne faut pas hésiter non plus à dire aux scientifiques quelle est notre propre formation à nous, d'où nous venons, et ce qui lui permet d'évaluer aussi à quel niveau il peut se placer. Et j'ai envie de dire qu'une bonne interview, elle va réussir quand chacun comprend le besoin de l'autre, en fait. Le scientifique comprend le besoin du journaliste, c'est-à-dire qu'il va devoir avoir une information assez synthétisée, très claire, avec un angle aussi, hein, dans un article. Et le journaliste doit comprendre aussi que le scientifique, il doit transmettre la science, la recherche, sans la distordre à l'excès, sans la travestir ou sans la déformer excessivement pour la vulgariser. Donc tout ça, c'est un équilibre extrêmement délicat, mais comme disait Isabelle, rien ne vaut le terrain. Il est bien préférable d'aller à la rencontre des scientifiques que de faire des interviews au téléphone ou en visioconférence. C'est irremplaçable. J'ai envie de dire, même aussi d'aller quand on le peut, quand nos moyens nous le permettent, dans les colloques et congrès scientifiques. Et on va les aborder les chercheurs de manière beaucoup plus décontractée, on va dire, et on va pouvoir avoir des conversations plus longues. Enfin, c'est toujours très intéressant. Moi, je pense qu'il faut l'aborder, surtout pour tous les collègues qui ne sont pas des journalistes scientifiques, qui sont des journalistes généralistes. Il faut aborder l'interview avec une certaine humilité, mais sans timidité excessive non plus. Et puis, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander aux scientifiques de se mettre à votre portée. Ça me paraît indispensable, en lui rappelant qu'on a un message extrêmement clair à faire passer au public. Si le message qui passe au public n'est pas clair, l'interview est ratée et ça peut même induire une mauvaise compréhension. Et ça, dans les contextes notamment de crise, c'est extrêmement problématique. Voilà, c'est mon expérience personnelle. Il y a peut-être d'autres conseils à donner pour faire des interviews, mais voilà, poser les bonnes questions, ça demande un peu de préparation, ça c'est certain. J'ai vu que Madame Isabelle a encore levé la main. Je vous donnerai la parole tout de suite, mais je précise que c'est le dernier tour des questions. Alors, Jean-François, j'avais posé cette question justement. Quel sera le futur de cette plateforme quand la boîte à outils sera développée? Elle sera disponible quand? Est-ce que vous avez plus de précisions à cette étape? On ne sait pas. Alors, à ce stade, il n'est pas possible de vous donner une date, mais c'est une dynamique qui continue après Dakar. Et la question que nous nous posons et qu'on a envie de poser à tout le réseau de l'ICFJ et de tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pour vous, quelle serait la plateforme idéale capable d'accueillir cette boîte à outils? Là, c'est un petit peu un appel à questions qu'on lance aujourd'hui pour essayer de savoir qu'est-ce qui serait le plus à même de l'accueillir, qu'est-ce qui serait le plus commode, le plus interactif,
basé sur les expériences personnelles de tous les confrères et consoeurs qui nous écoutent. Donc, on est en train de réfléchir effectivement sur le support hein, actuellement, et on aimerait effectivement avoir des retours donc, par rapport à cette question. Voilà, donc aussi si vous pouvez d'une certaine manière passer le message. Et puis aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que les gens souhaitent y trouver. Alors nous, on va arriver avec des temps force de propositions, mais je pense que toutes les suggestions sont les bienvenues. Alors, on a eu une illustration effectivement des besoins de chacun à Dakar et on a vu qu'ils étaient assez hétérogènes, notamment selon l'origine géographique. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres propositions. On est peut-être passé à côté de certains besoins aussi qui vont se faire jour au fur et à mesure. Voilà, mais dans l'immédiat, c'est vrai qu'on se pose la question du support le plus adéquat pour accueillir cette plateforme, le plus adéquat et le plus simple à gérer aussi, vu que ce sera basé sur du bénévolat. Madame Berger, enfin pour... Oui, je vais essayer de faire vite. Je voulais juste rajouter un tout petit quelque chose, c'est qu'on écrit bien que quand on comprend bien. Donc, ne pas hésiter à poser toutes les questions jusqu'à ce qu'on comprenne. Et avant d'écrire ça, c'est comme une base, ça l'est pour le journaliste général, mais en sciences encore plus. Donc, puis ne pas hésiter à bousculer les chercheurs. Je voyais dans le chat comment faire pour que le chercheur nous réponde, accepte notre entrevue. Souvent, moi aussi, je suis confrontée à ça. Puis, il n'y a pas juste un chercheur, il y en a d'autres. Puis, des fois, on peut jouer sur la temporalité, c'est-à-dire qu'on va l'inviter pour la semaine prochaine, il ne peut pas, mais on continue cette invitation jusqu'à ce que lui, il puisse. Puis, en attendant, on fait d'autres sujets et on rejoint d'autres chercheurs. Donc, c'est mon truc à moi, là. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Avec Jean-François, avec Mardoché, on a bien hâte de lire un petit peu où est-ce que vous aimeriez retrouver cette plateforme-là. Qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver? Qu'est-ce que sont vos besoins, vous, de votre communauté? Donc là, je vais laisser la parole un peu à Mardoché si vous rajoutez quelque chose. Mardoché, c'est à vous. Ouais, je crois qu'on avait plus ou moins essayé de répondre à cette question. On a dit que bon, la plupart des gens sont plus disponibles sur WhatsApp. On a voulu passer par WhatsApp pour recueillir quand même des avis, des propositions des uns et des autres. Donc, on mettra en place ce groupe, mais comme l'a dit Jean-François, on ne peut pas dire si ça sera fait aujourd'hui ou demain. On attend toujours de réfléchir sur un plan d'action et je pense que lorsque le plan d'action sera bien ficelé, on pourra lancer ça avec l'appui bien sûr de COSI et de tous les autres partenaires. Voilà. Merci en tout cas, chers collègues, Madame Bergen. C'est très matinal, je vous vois actuellement au Québec, mais vous avez accepté de participer à cette session avec nous. Infiniment merci. Merci également à Jean-François Haït. J'imagine les nombreux mails qu'on a dû échanger avant l'organisation de ce webinaire pour nous assurer qu'elle soit une réussite. Mardoché, vous êtes également actuellement au Maroc et malgré votre agenda, j'imagine, vous avez participé également à cet événement avec nous. Je vous dis encore une fois, merci infiniment d'avoir accordé de votre temps. Et malgré qu'on a déjà eu, que vous aviez déjà tenu un atelier à ce sujet, vous avez accepté encore en parler avec les collègues du Forum francophone de l'ICFJ. Merci infiniment pour votre disponibilité et pour ces ressources, ces outils que vous avez partagés avec les autres collègues francophones. Pour ceux qui le souhaitent ou le désirent et qui veulent rejoindre le Forum de l'ICFJ, c'est un forum ouvert à tous les journalistes francophones du monde entier. Je viens de mettre le lien dans la boîte de discussion qui est en bas de votre écran. Donc, pour ceux qui le souhaitent ou le désirent, vous pouvez rejoindre ce forum pour continuer la conversation sur la boîte à outils du journaliste scientifique. Monsieur Haït, non seulement je me ferai le plaisir de partager votre question, mais aussi je vous invite à rejoindre également cette belle communauté de journalistes francophones. Je rappelle également aussi
à ceux qui suivent ce webinaire pour la première fois que depuis le mois de août, nous avons lancé, puisque nous organisons des webinaires chaque mois, donc nous avons lancé un concours. Il suffit à un journaliste qui participe à l'un de nos webinaires d'écrire un article qui met en pratique les recommandations faites par l'un de nos panélistes. Et le journaliste finalement qui remporte ce concours-là, que nous organisons mensuellement, gagne un montant cash de $250. C'est pour encourager les journalistes à suivre ces sessions qui sont destinées aux journalistes et voir réellement est-ce qu'ils en tirent quelque chose qui leur permet en fait de faire avancer leur carrière et qui leur permet de mieux travailler en tant que journaliste. C'est sur ces mots. Moi, je vous dis bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bon début de journée pour Isabelle. Et j'imagine qu'en 2023, peut-être qu'on se retrouvera quand cette plateforme sera enfin disponible pour la présenter aux collègues. Au revoir et Merci à beaucoup. la prochaine. Merci à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.